Et maintenant, voici une conférence de Michel Sourouille, intitulée « Climat, réchauffement et démographie ». Vous me connaissez à peu près tous, mais je suis aussi connu par mon blog Biosphère que je tiens depuis 2005. Sur ce blog, j'en suis à 7300 articles à peu près, depuis 2005, donc ce qui correspond à peu près à 15 000 pages. Donc normalement, j'ai des connaissances sur à peu près tous les domaines de l'écologie, l'écologie au sens général, que ce soit l'écologie politique. Donc par exemple, j'ai fait un livre de 370 pages sur l'écologie à l'épreuve du pouvoir. Et puis le dernier, l'avant-dernier, puisque j'en ai un qui est dans les tuyaux, Alerte sur population. Donc c'est le dernier livre pour célébrer notre passage aux 8 milliards en novembre dernier. Donc voilà. J'ai une activité importante et bon, si on est réunis avec peu de personnes, je trouve que, comme on disait tout à l'heure, il y a la qualité, s'il n'y a pas la quantité, il n'y a aucun problème. J'ai fait en janvier officiellement, dans le cadre associatif d'une association de journalistes connus, donc normalement, une conférence débat sur la sobriété démographique à Paris, près de la mairie de Paris, donc vraiment à côté, dans un lieu officiel et tout, si vous voulez, où il y a beaucoup de monde, etc. Il y avait 40 personnes, c'est-à-dire rien pour Paris, déplacer beaucoup de gens avec aussi des gens qui prenaient en vidéo, ainsi de suite. Alors, bon, on a fait une vidéo. Bon, maintenant, c'est vrai, les gens sortent plus. C'est une catastrophe. Ils sont dans leur portable, mais ils sont pas dans le présentiel maintenant. Bon, voilà. Donc, on ne peut que constater les choses. Bien. Alors, d'abord, on va se mettre d'accord sur les termes du débat. Donc, le climat, le réchauffement, la démographie. Donc, je ne sais pas parmi vous, mais est-ce qu'il y a des climato-sceptiques ? Est-ce qu'on peut définir climato-sceptique ? Ah oui, alors est-ce qu'on peut définir climato-sceptique ? Alors, c'est par exemple de dire, j'ai entendu tout à l'heure à la télévision, le représentant du Rassemblement national sur l'écologie, donc c'est spécialiste maintenant d'écologie, qui disait le GIEC, le groupe international des experts sur le climat, oh oui, non, mais ceux qui disent c'est trop, ils sont catastrophiques, ça va pas du tout, ça. Donc, ils croient même pas au groupement des experts sur le climat. C'est ça, les climato-sceptiques, nier l'évidence. Et quand on sait ce que fait sur le climat le GIEC calcule en probabilité et les rapports d'un rapport à l'autre. Au début, il disait, bon, il y a une probabilité assez faible et puis ça a monté les probabilités. Ils disent maintenant, on est sûr à 100%. Ils disent pas à 100%, c'est des scientifiques, il y a toujours la variation. Donc, par rapport à ça, le GIEC nous dit le réchauffement climatique, c'est une caractéristique de notre époque, une des caractéristiques. C'est les mêmes qui disent que la Terre est plate, pas forcément. C'est ce qu'on dit, les platistes. Voilà, oui, il y en a. Le deuxième problème des climato-sceptiques, il nie donc les découvertes des climatologues, enfin ce que disent les climatologues. Le deuxième problème, ils disent ah non, mais c'est pas la faute des humains. On n'y est pour rien, c'est naturel. Donc les phénomènes cycliques, etc., le soleil, etc. Et puis ils vont faire historiquement, autrefois, on a eu des périodes, vous voyez, donc c'est rien du tout. Et ils nient donc les manifestations et ils nient la cause. Donc que ce soit clair, la cause c'est du réchauffement climatique. Gaz à effet de serre, certainement. Voilà, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le fait qu'on brûle du pétrole, etc. Donc,
pour donner une idée de la situation internationale géopolitique, vous connaissez la caractéristique de celui qui va diriger la prochaine COP, la conférence internationale sur le climat. Salut. Bien, donc pour mettre un peu au courant de là où on en est à essayer de voir les termes du débat. Donc le réchauffement, le climat, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans la salle et tout. Donc on est en train de cataloguer finalement, de préciser le débat. Bien, donc la cause, c'est nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le président de la prochaine COP qui va avoir lieu fin d'année, il a quelles caractéristiques? Est-ce que quelqu'un sait? Non? Il est particulièrement lié aux producteurs de pétrole. Voilà, c'est un Arabe qui est le dirigeant de groupes pétroliers de 200 pays et tout, et c'est lui finalement qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'il faudrait faire. Bon, ce qui paraît extraordinaire, hein, ce qui paraît extraordinaire. J'ai lu je pourrais être très long, hein, mais j'ai lu récemment une tribune qu'il a co-signé dans Le Monde avec la présidente de l'Union européenne. Donc c'était une tribune tout à fait officielle. Donc il disait que par rapport au réchauffement climatique, alors là il ne nie pas, hein, mais il va dire il y a deux solutions. La première solution, c'est des énergies renouvelables. La deuxième solution, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire techniquement faire en sorte qu'on utilise moins d'énergie pour une opération donnée. Si on regarde cela, il y a un oubli. Lequel oubli? La sobriété. La sobriété. La sobriété. On sait pertinemment que si on parle nos émissions de gaz à effet de serre, si nos émissions de gaz à effet de serre continuent, et elles ont tout le temps augmenté, hein, encore cette année, si nos émissions de gaz à effet de serre continuent, s'il n'y a pas de sobriété, donc ça ne sert à rien. Donc ceux qui disent ça ne sert à rien, officiellement, c'est leur tribune dans Le Monde et tout, c'est nos dirigeants finalement sont dans une situation où ils nient le problème. Bon, alors donc voilà au niveau de la cause, on est, j'espère tous d'accord que finalement c'est nos activités qui sont principalement la planète, les océans n'arrivent plus à résorber le gaz carbonique, sans parler des autres gaz à effet de serre. Alors donc par rapport à cela, la conclusion de ce que je viens de dire, c'est qu'on ne fait rien. On ne fait rien et on ne veut rien faire. Hein. En année, je crois, 29 années de conférences sur le climat, 29 années. Ça fait 29 années qu'ils discutent pour à la fin dire, à Paris 2015, on avait dit, oh là là, ça y est, on va prendre des décisions, ils n'ont rien pris. Donc, nous sommes dans une situation où le réchauffement climatique va continuer, non seulement par rapport à la non-décision politique qu'il y a, mais aussi par rapport à l'inertie du CO2 dans l'atmosphère, un siècle et tout. Donc finalement, on est coincé par rapport à ça. Bon, alors, quelles sont les conséquences? Alors, conséquences au niveau interne des pays, puis on va revenir sur les réfugiés climatiques, aussi au niveau de la montée des eaux. Alors, la première conséquence, c'est qu'on va vers des... Alors, ça varie d'une fois sur l'autre. Alors, c'est une année, à un moment donné, on va vers 3, 4 degrés. Il y en a d'autres qui disent 2 degrés, ainsi de suite. Pour vous donner une indication, ils disent il ne faudrait pas dépasser 1,5 degré. C'était pas scientifique, c'était uniquement une proposition politique. Pour avoir, donc on avait dit 2 degrés, puis il y en avait d'autres, non, on va être encore plus optimiste, on va dire il ne faut pas dépasser 1,5 degré. On a dépassé, hein, il n'y a aucun problème. Ce qui fait que les conséquences sur les terres, on les voit tous les jours.
c'est à la fois des inondations extraordinaires, donc le dernier événement en Libye avec les, donc et puis c'est des sécheresses aussi, donc c'est tout le Pakistan envahi par les eaux à un moment donné, donc nous avons une inhabilité. On ne peut pas habiter la terre finalement de plus en plus au niveau des territoires, hein. Des territoires eux-mêmes, dans toute la superficie des territoires. Donc c'est la première conséquence du réchauffement climatique, rendre la terre inhabitable. La deuxième conséquence, c'est la montée des océans. Alors la montée des océans, donc on dit 20e siècle, 20 cm c'est monté déjà, jusqu'à, on dit que d'ici à 2050 ça s'élève encore de 30 cm, donc 50 cm, et on prévoit d'ici 2100 que ça s'élèvera encore, ils disent les dernières fourchettes, entre 26 et 86 cm, donc en fait on pourrait avoir une augmentation de bien plus d'un mètre des océans. Alors, on dit, c'est en moyenne. Donc, dans certaines régions, ça va être plus que d'autres. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si ça augmente, c'est un article du Monde assez récent, si ça augmente de quelques millimètres par an, eh bien, quelques millimètres par an, ça suffit de détériorer toutes les mangroves, enfin tout ce qui nous protège finalement par rapport à. Donc nous sommes dans une situation où non seulement nous avons désertification des terres et donc difficultés agricoles, ainsi de suite, et puis nous avons aussi la montée des eaux et donc par rapport à ça, nous avons une double origine des réfugiés climatiques. La première origine, c'est à l'intérieur des terres, et puis la deuxième origine, c'est ceux qui vont être un petit peu submergés par les eaux, hein. Bien. Donc voilà la situation générale ici. Quoi qu'on fasse, on est dans cette situation-là que je viens de dire. Quoi qu'on fasse, hein. C'est trop tard, et puis je redis, nos dirigeants actuels qui devraient être là pour nous éclairer, ne nous éclairent pas du tout, puisqu'ils nient le problème en bottant en touche et en parlant de bien d'autres choses. Bien. Alors, ça c'est le réchauffement, le climat. Donc voilà pour les thèmes du débat. Le deuxième point, c'est en relation avec notre démographie. Tout est en relation avec le nombre d'humains. Bien. Notre nombre, j'ai dit tout à l'heure, c'est, à l'heure actuelle, 8 milliards. En novembre, l'ONU, statistiques, etc. Pour vous donner quelques indications, on était en 1800 à 1 milliard. Donc, ça s'est accéléré. Après, à l'année de ma naissance, en 1947, il y avait déjà 2,2 milliards. 1974, donc présidentielle, René Dumont, on parle de l'écologie pour la première fois. On commençait à s'affoler, on disait attention, on est 4 milliards. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'à 8 milliards, donc en novembre dernier, dans les médias, aucune inquiétude à avoir, hein. Là, c'est-à-dire, on est dans un double tabou, il ne faut pas inquiéter la population. Donc, on ne leur dit rien sur « attention, il va falloir faire des efforts, ça va devenir dramatique, la voiture, vous allez bientôt ne plus pouvoir en avoir, etc. » parce que, etc. On ne leur dit pas ça, et donc politiquement. Et puis, politiquement, on leur dit « oh, la démographie, attention, il y a un vieillissement de la population. » Et vous avez peut-être entendu parler que même en Chine, ils font une prime au 3e enfant et tout, c'est-à-dire ils sont à l'inverse de ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. On veut augmenter la population, on veut augmenter la population. Donc, il y a un véritable problème. Alors, la démographie, il y a deux aspects, l'accroissement naturel, les naissances, décès, et donc le solde migratoire, donc les réfugiés climatiques qu'on va préciser.
Bien, eh bien, au niveau de l'accroissement naturel, je viens de parler de la Chine qui est devenue nataliste. L'Italie, le pape se désole que la population italienne va baisser et tout, donc ils se font des conférences, etc. Et donc il faut augmenter le nombre d'enfants en Italie. Au Japon, pareil. Donc tous les pays en vieillissement, faut augmenter la population. C'est une politique dite nataliste, hein. Et dans les pays où finalement on s'en fiche, par exemple l'Afrique est en explosion démographique extraordinaire. Donc par rapport à ça, il n'y a rien qui est fait dans le sens il faudrait réduire notre nombre. Non, au contraire, tout est fait pour augmenter notre nombre. Alors, donc ça, c'est l'accroissement de la population. Maintenant, le solde migratoire, quelle est la situation actuelle ? Qui c'est qui pourrait me dire en quelques mots finalement comment il voit la situation des migrations? Quelle est votre perspective? Oui, Pascal? Elle va forcément augmenter. Oui, les migrations vont augmenter. J'ai découvert très récemment qu'une grande partie des migrations, alors en particulier des migrations climatiques, mais pas que, se faisait en réalité à l'intérieur même des pays, et pas forcément d'un pays à l'autre. Oui, très bien, on va en reparler. Mais ça peut changer oui. si le réchauffement climatique s'accroît. Oui, donc de plus en plus de migrants. Et il y a une conséquence du fait importante du fait qu'il y a de plus en plus de migrants. Mais la question est laquelle? Pourquoi il y a plus de migrants? Non. Quelle est la conséquence du fait qu'il y a de plus en plus de migrants? Je donne une indication par rapport à la psychologie sociale, par rapport. C'est un choc de culture aussi. Oui, donc voilà, c'est vrai que normalement c'est un choc, mais ça se caractérise par quoi la montée de l'immigration? Une augmentation du racisme. Une augmentation du racisme, oui. Dit en termes brutaux, c'est cela. Dit en termes pas brutaux, c'est la fermeture des frontières. Un déséquilibre entre voilà. Les pays désertés et les pays... Voilà, donc il y a des rejets, comme tu viens de le dire, c'est des choses qu'on reverra dans le cours de ce que je vais faire. Donc vous avez une difficulté qui est fait en sorte qu'il y a des murs qui se mettent un peu partout. Vous vous rappelez les murs en Amérique du Nord, donc qu'ils ont construits et qu'ils continuent de construire. Et il y en a en Europe aussi des murs, etc. Donc vous avez finalement une situation où il y a un rejet des migrations. Alors, par rapport à ça, nous allons essayer de voir comment se situer par rapport aux réfugiés climatiques eux-mêmes. Hein. Donc, voilà pour les termes du débat. Alors, la première... j'ai oublié de prendre de l'eau. T'en auras de l'eau? Parce que... Il y a du gel pour les mecs, mais ça ne fera pas l'affaire. Hein. Non. Oui, parce que je m'assèche déjà. Bien, alors, donc, la première chose, c'est le débat juridique. Donc, je commence en posant les termes du débat. Le débat juridique, finalement, c'est important sur les réfugiés. Normalement, si vous avez le statut de réfugié, vous êtes protégé. Donc, vous avez des droits et tout. Donc, c'est au niveau international. Donc, normalement, les réfugiés ont des droits. Encore faut-il savoir qui est réfugié, c'est-à-dire quelle est la définition du réfugié. Est-ce que le réfugié climatique est vraiment un réfugié? Alors, voilà le problème, un problème juridique qui se pose. Alors, la réponse, elle est donnée par la Convention de Genève en 1951. Elle dit... Je vous la lis parce qu'il faut bien faire attention à tous les termes que je vais donner. Bon, et donc, ça garantit une protection aux personnes craignant avec raison d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. Qu'est-ce qui manque par rapport à l'exposé d'aujourd'hui ? Il n'y a rien pour les réfugiés climatiques. Il n'y a rien. Oui, mais ça date de 1951.
ancien. Ah, d'accord. On va y répondre. Hein. On va y répondre. On va y répondre. Ah, les deux. Mon général, merci. Je vais me garder la mousse. Voilà. Donc, j'ai mis son nom parce que jamais j'aurais retrouvé son nom de tête. Johan Teitiota. C'est quelqu'un qui doit être connu, dont on a parlé internationalement, vraiment internationalement. C'est un habitant des îles Kiribati, donc et puis là-bas, dans ces îles-là, le plus haut sommet c'est 3 mètres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà dans ce pays, dans ce territoire? Ils connaissent la salinisation avec la montée des eaux, avec les effondrements, les difficultés de culture. Donc, vous avez des tas de problèmes de pollution, de destruction du milieu. Bon, donc, qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille? Il est parti en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, on lui a dit, mais vous n'avez rien à faire chez nous, il faut que vous partiez, donc expulsion. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et il a très bien réagi, il a dit, bon, je fais un procès et je veux que je sois reconnu comme réfugié climatique. Donc, c'est le premier cas juridique de réfugié climatique. Donc, l'année, le premier, c'est 2013. Alors, pour vous donner une idée aussi, je vous ai parlé de mon blog que je tiens depuis 2005. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, j'en fais un article. Et donc en 2013, sur mon blog, vous aviez déjà les articles qui paraissaient sur le premier réfugié climatique. Donc quand il m'a dit de réfugié climatique, j'ai dit il n'y a pas de problème, j'ai déjà tous les éléments parce que je recense au fur et à mesure les éléments. Bon, donc 2013, donc première instance. Qu'a dit le tribunal en première instance? Vous avez déjà la réponse, je vous ai déjà donné la réponse. Il a dit c'est pas conforme au droit international. Voilà, c'est pas conforme au droit international. 1951, ça n'a pas bougé depuis, hein, ça n'a pas bougé. Vous n'êtes pas un réfugié politique, pourquoi l'asile politique? Non, c'est pas, c'est le climat et tout, débrouillez-vous, voilà. Donc, par rapport à ça, en 2013, ils ont dit, la Nouvelle-Zélande a fait valoir que personne ne menaçait sa vie s'il retournait chez lui. Personne, c'est-à-dire entre humains. Mais les problèmes catastrophiques du climat. Juste une notion, je parle de réfugiés climatiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les réfugiés environnementaux qui doivent s'ajouter à cela. Hein. Donc vous avez par rapport aux perturbations de la Terre un nombre beaucoup plus important de réfugiés. J'ai oublié de vous donner les idées. Les catastrophes naturelles. Entre 2008 et 2014, c'est de vieilles statistiques, donc il faut que vous gonfliez énormément les chiffres. Elles avaient déjà déplacé 166 millions de personnes. Une moyenne de 27 millions de personnes chaque année qui est déplacée. À une période, vous voyez, qui remonte à plus de 10 ans et plus. Hein. Et donc, par rapport au réchauffement climatique lui-même, les dernières statistiques, là aussi, ça varie hein, entre les sources, il y a de grosses variations. Il parle de 216 millions de personnes qui pourraient être obligées de quitter leur foyer. Donc, vous voyez qu'il faut rajouter, donc au total, ça fait déjà plusieurs centaines de millions de personnes qui se déplacent. Qui pourraient se déplacer. Donc, on verra aussi de façon plus précise maintenant sur des cas particuliers ce qui se passe. Bien. Alors, donc 2013, donc partez chez vous. Donc pour Johan. Bon, donc appel, décision de la Cour suprême. Donc en dernière instance. Hein. Donc on ne reconnaît toujours pas son statut. Alors, je lis ce qu'ils disent. Ils reconnaissent, la Cour suprême,
que Kiribati était incontestablement confronté à des défis climatiques. C'est-à-dire, son pays était incontestablement, on ne pouvait pas nier, hein, c'est des territoires qui vont être complètement submergés assez vite. Hein, et donc, par rapport à cela, mais elle a également estimé que Teitota ne courait pas de graves dangers dans son pays natal. Alors, vous voyez la logique de la situation. Et donc, je reprends les termes même du jugement. Aucun élément matériel n'indique que le gouvernement des Kiribati manque à son devoir de protéger sa population des effets de la dégradation environnementale dans la limite de ses moyens. Donc, vous voyez, tout et n'importe quoi. Mais il ne bouge pas. Tu avais dit très justement, la loi aurait dû évoluer. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé Réfugiés climatiques sur l'évolution de la loi. La loi ne bouge pas. Bon. Troisième instance pour décider toujours du même cas. Donc là, ici, la Cour suprême, c'est en 2015. Donc 2013, 2015, donc le gars a attendu 2 ans et tout. L'avis du Comité des droits de l'homme. Alors, l'avis du Comité des droits de l'homme, c'est rattaché justement à ce qu'il faudrait faire comme loi, hein, comme évolution de la loi. C'est un organe des Nations Unies composé de 18 experts indépendants, mais ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils peuvent que donner un avis. Mais alors, vous allez voir leur avis, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Donc, en 2020, donc il a attendu dans 2013, vous voyez, on est maintenant en 2020, donc il faut, avec la justice, il faut prendre son temps, hein, ou avoir le temps, parce que, bien, alors, donc il a rejeté la demande du plaignant. Bon. Et alors, ils ont dit que les îles Kiribati avaient pris des mesures pour lutter contre la montée des eaux avec la construction d'une 60aine de digues. Alors, quand j'ai recopié ça, j'ai dit, mais c'est un pays où, je vous rappelle, 3 mètres de haut, les plus hauts sommets, et donc on va construire des digues. Et donc, parce qu'on fait des trucs quand on ralentit, quoi, en retard de quelques années, si ce n'est quelques mois, le problème. Et voilà les justifications juridiques. C'est vraiment extraordinaire, cette situation-là. Bien. Alors, donc, maintenant, c'est un autre texte international, toujours au niveau juridique, et je voudrais que, par rapport au contenu de ce texte, vous me fassiez une remarque par rapport à, là aussi, ce qui vous paraît un peu bancal dans ce texte. Hein. D'accord, hein, vous essayez de voir l'anomalie dans ce texte. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc on connaît bien. Alors, je vous lis exactement la phrase. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Donc, je reprends la phrase, hein, donc je vous laisse la parole après. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » La parole à vous. C'est une façon de voir les choses. Oui. Quitter un pays, mais pas d'arriver dans un pays. Oui, tu es sur la voie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'accueil? On part d'un pays, d'accord, mais on va où? On va où? Si on est accueilli nulle part, en fait, on n'a pas le droit de partir. Et est-ce que dans cette phrase, un pays a l'obligation d'accueillir des gens? Non. Ils partent, mais on ne sait pas où, comme tu l'as très bien. Donc cette phrase aussi est complètement bancale, elle ne signifie rien. Bon, il y a le mot apatride, hein, les gens qui n'ont plus de patrie et tout. Donc par rapport à ça, on se trouve dans une situation juridiquement, bon, j'ai vu ça pour la première fois. C'est un philosophe, Balibar, qui a fait remarquer cela, et je ne l'ai pas rencontré depuis dans mes lectures. Hein. On dit que finalement, donc quand la France ou n'importe quel pays, là on a parlé de la Nouvelle-Zélande, fait un truc en disant bon, vous partez de chez nous, ils n'ont même pas de justificatif à dire. Il n'y a pas d'obligation.
il n'y a pas d'obligation d'accueillir les gens. Chaque pays fait aux frontières ce qu'il veut des gens qui arrivent, qui partent. Donc, par rapport à ça, on est dans une situation juridiquement, disons, inhumaine d'une certaine façon, d'une autre façon nationaliste. On va le voir dans la deuxième thématique. Bien, sur cette première partie, donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, le statut juridique des réfugiés. C'est-à-dire qu'ils partent de leur pays pour aller dans un autre, mais ils ne peuvent pas y rester, ils reviennent chez eux, ils partent en vacances, quoi. Ils reviennent. Oui, en vacances, oui. Voilà. Non, mais si on veut, ils partent, ils reviennent. Oui. Donc, il n'y a pas de but. Bon, donc, en résumé, à l'époque, mon article, c'était « Un réfugié climatique, ça n'existe pas ». C'était le titre de mon blog, « Un réfugié climatique, ça n'existe pas ». Donc, je suis en train de parler de quelque chose qui n'existe pas, juridiquement. C'est des provocations, ça? Non, juridiquement. Il n'existe pas juridiquement. Par contre, tout ce que j'ai fait dans l'introduction, c'est-à-dire la désertification des sols, la montée des eaux, etc., en pratique, le nombre de réfugiés climatiques va exploser. Il est déjà important, mais il va exploser. Donc, voilà la situation actuelle, le premier point. Bien. Deuxième point, maintenant, le débat idéologique. Finalement, que penser de cette situation par rapport aux réfugiés climatiques? Alors, tu as parlé de racisme à juste titre. Je le dis de façon plus générale. Vous avez deux cas en présence, mais vraiment, c'est deux cas en présence qui sont totalement opposés idéologiquement. D'un côté, les cosmopolites, c'est-à-dire on est citoyen de l'univers, donc la planète entière et tout, c'est notre terre. Donc vous avez cette idée-là on est tous des humains. Donc par rapport à ça, les frontières sont artificielles, donc un monde sans frontières. Vous avez donc ce premier point. Et puis d'un autre côté, contre les cosmopolites, quel terme vous trouveriez? Mademoiselle, au fond. Les nationalistes. Très bien, les nationalistes. Les nationalistes, nous sommes des nations, nous avons une frontière, nous devons protéger nos frontières, etc. Bon, et donc en termes maintenant de politique française, la gauche d'un côté, la droite de l'autre. C'est bien un débat politique. La gauche d'un côté et la droite de l'autre. Bien. Alors, pour donner un petit peu ma position personnelle, j'ai été membre de beaucoup de structures et en particulier des Verts pendant des années. Et donc, j'ai participé à c'est des commissions thématiques qui sont là pour conseiller le parti dans ce qu'il fait. C'était la commission immigration. Alors, donc, je suis rentré dans cette commission immigration pour dire, je suis très curieux de nature, et puis j'essaye de faire évoluer les choses quand je pense qu'elles doivent évoluer. Alors là, ça a été assez extraordinaire, la position de cette commission, ça a été de dire, cosmopolite, monde sans frontières, donc faut ouvrir nos frontières, c'est pas normal. Donc vous avez des associations d'aide aux sans-papiers qui étaient là, qui faisaient pression dans le truc et tout. Donc expulsion de migrants, non, c'est pas. Quand ils arrivent, on doit leur donner un travail, etc. Vous aviez cette position-là. Donc je leur ai dit, attendez, si brusquement, il y a un gros flot migratoire qui arrive, il faudra bien faire quelque chose. Donc, résistance de la population, etc. Il faut réfléchir. Quelles sont les limites à l'entrée à la frontière? Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Ils m'ont dit, c'est interdit de parler comme ça.
Tu n'as pas le droit de t'exprimer de cette façon-là. Alors que je ne donnais aucune indication, si vous voulez, de rejet, etc. Non, je dirais, il faut que politiquement, puisque normalement ELV, enfin les Verts à l'époque, c'est un parti politique, politiquement, vous devez donner une directive, enfin une direction à ce que vous faites des mouvements migratoires. Non, frontières complètement ouvertes, etc. Bon. Alors j'ai dit, attendez, écoutez, regardez, dans les statuts de notre commission, on est là pour conseiller, il n'y a pas de parti pris, et donc par rapport à ça, j'ai le droit de m'exprimer. Moi, il y en a un qui a dit, non, tu n'as pas le droit. Voilà un petit peu la situation, si tu veux, vous avez une situation un peu bloquée de la part d'une certaine gauche, où finalement le problème migratoire n'existe pas. Donc après il faut ceux qui sont sur la Méditerranée, etc. Donc il faut des bateaux pour les secourir, etc. Faut aider, ainsi de suite. Vous voyez, bon, c'est vrai que ça pose des tas de problèmes, hein, mais n'empêche que le problème politique, donc et quand je parle d'idéologie, ça rentre dans la politique, le problème politique se pose. Alors, j'ai trouvé très récemment un professeur de droit public qui a fait une fiction dans Le Monde. Donc, il s'appelle François-Julien Laferrière, professeur de droit public, et il fait une fiction, nous sommes en 2080. Donc, il y a eu la montée des eaux, etc. Donc, ils disent, vous voyez, la Camargue a disparu sous les eaux, Aigues-Mortes est redevenu un port, etc. Vous voyez le contexte un petit peu de cette parabole. Et conclusion du texte, imaginez seulement que ce scénario n'est pas totalement invraisemblable. C'est-à-dire que la France est en grande partie sous les eaux. Bien, ne doit-il pas nous conduire à être davantage accueillants entre ceux qui frappent à notre porte? C'est-à-dire, parce que ça risque de nous arriver plus tard, il faudrait qu'aujourd'hui, on s'ouvre complètement à ceux qui seraient dans le cas probable, potentiel de nous plus tard. Donc, c'est ouvert à des commentaires dans Le Monde. Je suis un fanatique des commentaires parce que ça éclaire finalement ce que dit une personne. Bon, tout le monde dit, mais c'est complètement irréaliste. Hein. On ne peut pas le présent, le futur, le mettre sur le même pied. Et puis de toute façon, donc ça ne veut pas dire que plus tard, parce que nous, on reçoit les gens aujourd'hui, ils nous recevront plus tard. On a bien vu au niveau juridique, nous réfugiés en Norvège, que vont penser les Norvégiens d'un afflux? Bon, donc voilà, cette situation, c'est une situation de ce côté-là, j'aime bien, je dirais pas utopique, parce que j'aime bien les utopies, mais c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste, c'est bisounours, aimons-nous les uns les autres, etc. Mais politiquement, on est confronté à des difficultés, donc il faut faire face à ces difficultés et pas botter en touche, en boutant en touche. Bon, voilà la position de la gauche, donc je m'excuse d'avoir une position un petit peu carrée par rapport à cela. Bon, maintenant, est-ce que je suis nationaliste? Non. Non, je suis profondément cosmopolite. C'est-à-dire, finalement, je suis objecteur de conscience dans mon passé, refusant l'armée, le drapeau, la défense de la patrie, etc. Je pense que tout ça, c'est des débilités profondes et que, donc, par rapport à ça, ils ont voté en France une loi comme quoi le drapeau français, c'est un symbole national qui doit être protégé, etc. Et que si vous voulez un drapeau français, vous risquez un procès avec, etc. Bon, moi, je trouve que si on brûle un drapeau français, c'est de dire non, c'est tout à fait, je trouverais ça tout à fait normal. Hein. Il y a eu l'histoire avec le Coran, qu'on a brûlé le Coran, on peut brûler le Coran comme on peut brûler le drapeau français. Ça impacte personne, hein, c'est juste symbolique, donc pourquoi pas le faire? Non, en France, c'est interdit. C'est-à-dire que finalement, la France, les Français avant tout, etc., nous avons une vision nationaliste qui n'est pas la mienne, hein, d'accord, hein.
Mais encore faut-il être réaliste. Donc les nationalistes ne sont pas aussi réalistes finalement par rapport à ça, sauf que eux, la droite, met en place des contrôles aux frontières. Donc, alors on peut être d'accord, pas d'accord. Le problème, c'est jusqu'où mettre les limites, hein, à quel seuil de limitation. Alors, la dernière, c'est ministre danois. Le ministre danois, car dit fois de Beck, bon, peu importe, c'est le ministre de l'immigration et de l'intégration. Je trouve cette phrase-là, très intéressante. C'est l'immigration, c'est pas simplement le fait de recevoir ou pas des immigrés, c'est aussi le fait de pouvoir les intégrer. Ce qui pose un problème supplémentaire. Dans quelle mesure on peut intégrer des personnes, voilà. Et donc le Danemark maintenant se dirige vers une position que certains pourraient dire d'extrême droite. C'est-à-dire que finalement, non, il faut bloquer, sauf que, comme c'est le ministre danois et tout, il se met dans le cadre de l'Union européenne et il dit finalement au niveau de l'Union européenne, nous devons changer nos règles pour faire en sorte qu'il y ait plus de rigidité, ainsi de suite. Donc par rapport à ça, vous avez la droite qui se met en place des politiques d'immigration plus restrictives. La dernière, c'est si on passe à la France, la dernière de la France, il y a une loi justement sur l'immigration qui est depuis des années d'ailleurs avec Macron, on n'arrive pas à la formuler. Donc il y a un blocage. Est-ce que quelqu'un voit le blocage en France sur le problème des immigrés? Et un blocage entre la droite et le centre droit de macronisme. Non, vous voyez pas quel est le blocage qui rend difficile justement de voter une loi sur l'immigration. C'est juste un point particulier. C'est donner un permis de séjour dans les métiers à tension. Donc, il y a des sans-papiers en France qui travaillent derrière dans les restaurants, etc. Ça existe beaucoup. Et donc, par rapport à ça, les métiers en tension, on ne trouve pas, les entreprises françaises ne trouvent pas, donc on donne un permis de séjour à ces personnes-là. Bon, eh bien, la droite dit non, il n'est pas question de satisfaire cette condition-là. Bien, donc ce que je suis en train de dire, c'est que d'un côté, la gauche, etc., c'est tellement idéaliste que ça paraît irréaliste, et de l'autre côté, vous avez une droite qui essaie de rigidifier de plus en plus, et donc les réfugiés climatiques qui vont arriver très nombreux se rajoutent à nos problèmes actuels, à nos problèmes de migration qui ne sont pas encore, pour la plupart, des migrations environnementales ou climatiques, mais des dégradations économiques, sociales par rapport au pays. Bien. Alors, quelles sont les perspectives ? J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup interpellé. C'était un livre en 2009 d'Harald Weitzer. Donc, non seulement je lis Le Monde tous les jours depuis 1974, donc pour vous donner une idée, mais aussi tous les livres qui paraissent, qui me semblent intéressants. Non seulement je lis, mais je les résume sur mon blog. Donc, le résumé de cela. Et il s'appelle Les guerres du climat. Donc, 2009, vous voyez, quand même, 13-14 ans, c'était déjà les guerres du climat. Sa vision de l'avenir, des perspectives, est terrible. Il dit, finalement, plus ce qu'on fait réduit finalement les ressources, et plus la source se tarit, et plus il y a de monde autour de cette source, plus ça éclate. Donc, il dit, nos
il en arrive même à dire que nos conceptions démocratiques à l'heure actuelle de respect des droits, etc., il dit non, par rapport à l'avenir prévisible, on dira non, c'est pas ça. Hein. Donc vous aviez cette perspective, et j'ai souligné cette phrase: on ne pourra plus faire de distinction pertinente entre les réfugiés fuyant la guerre et ceux qui fuient l'environnement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a tellement de sources de réfugiés, de causes de réfugiés, donc pas simplement climatiques, mais environnement, mais par rapport aux tensions dans les pays et tout, qui accueillir, qui peut avoir un asile politique, un asile environnemental. Maintenant, si on fait une nouvelle loi, on fait plus de distinction. Et je lis cette perspective à une réalité contemporaine, ce qui se passe à l'heure actuelle au Nigeria. Alors, c'est là aussi, donc j'ai essayé de reprendre dans Le Monde les derniers articles qui touchaient un petit peu à la situation que j'allais présenter ce soir. C'est des bandes armées au Nigeria. Alors, donc, des bandes armées au Nigeria, c'est intéressant, ils rackettent les paysans, vol de bétail, etc. Enfin, c'est des razzias. Hein. Donc, les paysans sont vraiment, c'est des gens, ils sont en moto, armés, et ils arrivent dans un village, et ils trucident des gens, et puis, et pour ceux qui survivent, ils taxent. Alors, vous avez même une taxe qui est extraordinaire, c'est une taxe sur la vie. Bon, c'est-à-dire, on vous laisse en vie, mais vous travaillez pour nous. Donc, c'est des paysans qui sont complètement exploités et qui doivent finalement, sur leur propre terre, les travailler, mais pour le compte de bandes armées. C'est parce que les autres ont une Kalachnikov et pas eux. Hein. Donc, par rapport à ça, vous avez une difficulté extraordinaire. Bien, maintenant, je n'ai pas tellement parlé de la démographie jusqu'à présent. Hein. Si je regarde le Nigeria, en 1950, il y avait 38 millions de Nigériens. Bon. Aujourd'hui, 220 millions. Donc, 38 millions à 220 millions. Donc, d'ici à 2050, 410 millions. Donc, 220 millions à 410 millions, sachant qu'ils sont partis de 38 millions. Et donc, le double en 2100. Donc, le double de 410 millions, vous voyez, 800 millions. 800 millions de Nigériens. Donc, densité, elle est de 215 habitants au kilomètre carré. Donc, en France, on tourne autour de 120. La densité moyenne mondiale est vous diriez de beaucoup, pas beaucoup, proche de 10, de 20, de 50, sachant que la France est 120. Aucune idée. C'est la première fois que j'ai vu cette statistique que j'ai trouvée intéressante. Justement, 60 habitants au kilomètre carré en moyenne. Hein. Statistique de la Banque mondiale. Et je m'appuie toujours le plus possible sur des sources fiables. Hein. Donc, je suis pas dans les réseaux sociaux du tout. Donc, 60 habitants au kilomètre carré. Et je donne une image qui est assez intéressante. C'est s'il y a 100 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est moins que la France, hein, d'accord. Bien, ça veut dire qu'il y a un habitant pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Il y a un habitant pour un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Or, sur ce carré, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir manger. Il doit aussi finalement se chauffer, avoir une maison, enfin tous les trucs, faire des routes, etc. Sur ce carré de 100 mètres sur 100, sans oublier la vie sauvage. Parce qu'alors là, personne ne se rappelle que normalement on doit partager notre territoire avec les autres espèces. Hein. Il n'y a qu'à voir le problème des loups en France à l'heure actuelle. Hein. Donc je pourrais faire tout un exposé sur les loups. Bon alors, donc par rapport à ça, mes deux expressions, c'est invivable. La situation à l'heure actuelle démographique, au Nigeria, c'est plus qu'invivable, hein, c'est insupportable, hein, mais c'est invivable, même en France, c'est invivable, et aussi c'est ingérable. C'est ingérable.
Alors au Nigeria, faillite de l'État, mais en France, on ne sait pas finalement la solidité de l'État, ce que ça va être dans 20 ans. On n'en sait absolument rien, hein, absolument rien. Hein. Bon, donc par rapport à ça, nous sommes dans une situation où les perspectives sont assez terribles. Bon, alors, exemple de situation encore plus terrible que tout ce que je viens de dire. Donc, toujours les dernières informations, en Arabie Saoudite, Human Rights Watch, excusez mon anglais, accuse les gardes frontières saoudiens, d'avoir tué des centaines de migrants. C'est-à-dire, nous avons un problème en Méditerranée, c'est vrai, bon, on les laisse couler, c'est vrai, et puis dans la Manche maintenant, ça commence aussi, des morts sur la Manche, mais là-bas, en Arabie Saoudite, ils n'hésitent pas, hein, ils flinguent ceux qui arrivent. Hein. Donc, vous avez un gros problème de tension tellement importante par rapport aux migrants que vous en arrivez finalement à canarder ce qui arrive. Hein. Et donc, on va y revenir très vite aux réfugiés climatiques, mais la Manche et la Méditerranée, c'est pas encore des réfugiés climatiques, mais ça va se rajouter au problème que nous avons déjà, les réfugiés climatiques. C'est ce que j'ai voulu montrer jusqu'à présent. Autre exemple, Tunisie. Alors, février, le président de Tunisie, Kais Saied, il dénonce les hordes de migrants dont la présence serait le fruit d'un complot pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. En France, ils appellent ça l'expression de changer la composition du paysage démographique en Tunisie. Je vois que tu as trouvé déjà le grand remplacement. C'est-à-dire une thématique d'extrême droite, le grand remplacement, c'est-à-dire les autochtones sont remplacés par. Alors, moi, j'ai fait des articles, oui, c'est vrai, le grand remplacement existe, mais il existe pour les Indiens d'Amérique. Ils ont été remplacés, ça a été le grand remplacement. Alors on peut dire, hein, on prend vos terres et finalement on vous parque dans des réserves, c'était le grand remplacement. Là, à l'heure actuelle, les Bushiman en Australie, ils essayent de faire en sorte d'avoir un conseil pour essayer les Bushiman qui sont à l'origine du pays n'avaient pas la nationalité du pays, de leur pays. Ils ne pouvaient pas, ils l'ont obtenu assez récemment. Et puis là, ils sont en train de vouloir faire un conseil, mais ça va passer par référendum. Et c'est pas sûr qu'on va leur donner des droits aux autochtones plus. Donc, en fait, il y a des grands remplacements qui ont existé. Mais à l'heure actuelle, le grand remplacement pour la France, on ne peut pas remplacer 67 millions d'habitants comme ça. C'est complètement fantaisiste. Donc, par rapport à ça, mais c'est vrai que vous avez aussi des tas de sous-thématiques, si vous voulez, qui posent problème. Bon, alors, donc, je reviens à la Tunisie. Et depuis le 4 juillet, donc là c'était février, ce que j'ai dit, depuis le 4 juillet, Tunis conduit des campagnes massives d'arrestation et d'expulsion des migrants. Donc, et alors, cerise sur le gâteau, ils sont abandonnés dans des zones désertiques sans eau ni nourriture. À mon avis, l'Arabie Saoudite, elle les tue directement et les autres, ils les amènent dans le désert sans eau ni nourriture. Enfin, vous voyez à l'heure actuelle la situation actuelle qu'il y a sur la migration, sachant qu'avec les migrations environnementales à laquelle s'ajoutent les migrations finalement climatiques, nous allons vers une situation où c'est plus quelques migrants, c'est des millions de personnes. Dernier article qui est plus sur les réfugiés climatiques. C'est un article du Monde de Sophie Landrin qui parle du delta du Gange. Donc c'est le Bangladesh et puis les autres pays, le delta du Gange. Donc delta du Gange, ça veut dire qu'on est au ras de l'eau. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la montée des eaux tout à fait au début, hein, donc 1 mètre, etc. Ça veut dire que le delta du Gange, tous les habitants de là-bas, c'est des réfugiés climatiques.